Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel. On va vraiment plonger les mains dans le cambouis d'un sujet que, franchement, beaucoup de gens redoutent. Ah, je vois où vous voulez en venir. Le fameux rapport annuel de copropriété. Exactement. On a toutes et tous déjà reçu cette convocation pour l'Assemblée générale avec ce document de 30 pages. Rempli de tableaux, de jargon comptable. Oui, et souvent on le survole à peine, on se dit bon, on verra bien. Et pourtant, c'est une véritable mine d'or. La gestion d'un grand complexe résidentiel comme celui-ci, c'est le microcosme d'une entreprise, voire même d'une petite ville. C'est vrai. Il y a des budgets, des investissements, de la gestion de crise. C'est la gouvernance d'un patrimoine commun qui, au final, vaut des millions. De budget pour 2026. Un document très dense, préparé par leur société de gestion, MBD Gest. Mhm. Notre but est simple. On va décortiquer ce rapport pour voir si les finances sont en béton ou si ça sent un peu le sapin. En gros, est-ce que c'est bien géré et surtout, qu'est-ce que ça nous apprend sur la manière de piloter un projet collectif de cette taille? C'est un excellent angle d'attaque. Bon, alors décortiquons tout ça. Commençons par le passé récent. L'année 2025. Le rapport la qualifie d'année de, je cite, consolidation et de stabilité financière. Les grands mots sont lâchés. Voilà. C'est le genre de jargon qui sonne très bien dans un rapport, mais qui peut aussi parfois cacher un peu la misère, non? Concrètement, ça veut dire quoi cette fameuse stabilité? Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Ces termes, en fait, ils signalent un vrai changement de phase. Il faut imaginer que le condominium a été une sorte de start-up pendant ses premières années. D'accord, une start-up. C'est-à-dire... Beaucoup d'investissements, des coûts un peu imprévisibles, on ajuste en permanence, on est en rodage. Et en 2025, eh bien, il est passé à l'âge adulte. Ah, Il est devenu une entreprise mature, avec un fonctionnement beaucoup plus prévisible. D'ailleurs, le rapport met en avant 3 indicateurs très concrets pour prouver que ce ne sont pas juste des mots en l'air. j'aime quand il y a des preuves. Alors allons-y, quel est le premier pilier de cette stabilité adulte? Le premier, c'est le plus frappant. Il concerne, disons, le coffre-fort du condo, la trésorerie. Il y a un graphique dans le rapport, évolution du saldo des caisses, qui est sans appel. C'est-à-dire En un an, le solde bancaire a littéralement explosé. exploser. Carrément, ça... On est passé d'environ 68 000 € fin 2024 à plus de 110 000 € fin 2025. C'est une augmentation de plus de 60%. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Concrètement, ça veut dire qu'il y a un matelas de sécurité de plus de 40 000 € qui n'existait pas l'année d'avant. C'est la différence entre paniquer à la moindre fuite de canalisation et pouvoir gérer les imprévus sereinement. D'accord, donc on passe d'une situation qui était correcte à une situation qui est maintenant très confortable. C'est un coussin de sécurité qui permet à tout le monde de dormir sur ses deux oreilles. Et le deuxième indicateur? Le deuxième, c'est la réduction des dettes des copropriétaires. Ah, ça, c'est un sujet sensible en général. Oui, c'est un point plus technique, mais qui est absolument fondamental. Ça signifie simplement que l'argent qui est dû à la copropriété rentre bien dans les caisses. À temps. En théorie, c'est la base. Mais dans la pratique, on sait que récupérer les impayés, surtout dans une grande communauté, ça peut être un vrai casse-tête. Absolument. Le fait qu'ils y arrivent, ça suggère que la gestion est non seulement efficace, mais peut-être un peu musclée. Disons qu'elle est rigoureuse. Ça indique que les procédures administratives et de recouvrement fonctionnent. Et quand les factures sont payées à temps par tout le monde, eh bien le fardeau financier est réparti équitablement. Le flux de trésorerie reste stable. On évite le scénario classique où les bons payeurs finissent par compenser pour les autres. C'est une question d'équité au fond. Voilà. Et le troisième pilier de cette fameuse stabilité, C'est la croissance du fonds commun de réserve. attendez, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est une sorte de compte épargne forcé pour les gros pépins, c'est ça? Le bas de laine, Exactement. c'est l'argent qu'on ne touche pas pour payer la facture d'électricité du mois. C'est le capital mis de côté pour les travaux lourds, les imprévus. Genre une rénovation de façade? Ou le remplacement d'un ascenseur, la réfection de la toiture. Le fait que ce fonds grandisse de manière constante, année après année, c'est vraiment le signe d'une vision à long terme. La gestion ne se contente pas de payer les factures, elle prépare l'avenir du bâtiment. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Hmm. Si je traduis pour moi-même, en fait, avoir cette trésorerie solide et ce fonds de réserve bien garni, c'est un peu comme avoir une excellente assurance auto. On paye tous les mois sans trop y penser, mais le jour où on a un accident, on est bien content de ne pas devoir sortir 5 000 € de sa poche d'un coup. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Pour un résident, la conséquence directe, c'est la tranquillité d'esprit.
Le risque de recevoir un appel de fonds exceptionnel, vous savez, celui qui arrive toujours au mauvais moment, et qui peut être très très élevé, Oui, on connaît. est considérablement réduit. C'est la promesse d'une certaine prévisibilité budgétaire pour chaque ménage. Et ça, c'est très précieux. Ok, donc 2025, c'est un bulletin de santé excellent. La machine tourne bien, on est à l'abri des mauvaises surprises. Mais bon, on sait ce que les gens se demandent vraiment. Et l'année prochaine? Voilà. Super, mais combien ça va me coûter en plus? Et c'est là que le budget 2026 devient fascinant. Ah oui, il y a un chiffre et en particulier qui détonne, effectivement. Carrément. En lisant le budget 2026, j'ai failli recracher mon café. On nous parle d'inflation galopante partout, les coûts de l'énergie, des services, tout augmente. Et là, la proposition d'augmentation des charges est de 4,15%. Ce qui est très bas dans le contexte actuel. Très bas. Le rapport précise même que c'est la plus faible augmentation de l'histoire du condominium. Ça semble complètement à contre-courant. Comment c'est possible? Ce chiffre, c'est la clé de voûte de toute la philosophie du budget. On est dans la recherche d'un équilibre d'une finesse redoutable entre trois objectifs. Qui sont? Maîtriser les coûts pour ne pas étouffer les résidents. 2. Maintenir une très haute qualité de service. Et 3. Bien sûr, préserver la valeur du patrimoine sur le long terme. Un vrai numéro d'équilibriste. Absolument. Et si l'on relie cela à la vision d'ensemble qu'on évoquait, cette faible augmentation est le signal clair que la phase des lourds investissements de démarrage est bel et bien terminée. La phase start-up est finie. Voilà. Le complexe n'est plus en rodage. Il entre dans une nouvelle ère, celle de l'optimisation. Le but n'est plus de construire ou de tout mettre en place, mais d'améliorer, de faire fonctionner l'existant de la manière la plus intelligente possible. D'accord, mais 4,15% d'augmentation, ça reste une augmentation. Même si elle est faible, elle doit bien venir de quelque part. Quels sont les postes qui tirent le budget vers le haut? Le rapport est assez transparent là-dessus, non? Très transparent, il y a un tableau détaillé qui montre que la hausse est concentrée sur 3 postes principaux. Le premier, et c'est de loin le plus spectaculaire en pourcentage, c'est l'entretien de la piscine et du jardin. Ah! Plus 25,93%. Waouh! Presque 26%. Là, j'imagine déjà la réunion de copropriété houleuse. Pourquoi mon argent va dans les géraniums mais pas dans la réfection du hall? C'est la question qu'on pourrait se poser. C'est l'inflation qui explose sur le chlore et les tondeuses? Pas du tout, et c'est ça qui est fascinant dans le détail. Le rapport est très clair. Cette hausse ne provient pas de l'inflation, mais d'une modification de contrat qui a été discutée et approuvée en Assemblée générale. Ah, d'accord, c'est une dépense choisie, pas subie. Exactement. C'est une décision collective d'investir davantage dans la qualité de ces espaces, qui sont probablement vus comme centraux pour la qualité de vie et pour la valeur de l'ensemble. C'est un choix stratégique en somme. On décide collectivement de se payer un plus beau jardin. C'est très différent d'une augmentation imposée par un fournisseur. Et les deux autres postes en hausse? Le deuxième, c'est l'administration, avec plus 6,67%. C'est un poste assez classique lié à l'actualisation des honoraires de gestion, aux exigences croissantes, etc. Le troisième, c'est l'assurance du condominium, qui augmente de 8,02%. Là aussi, c'est un phénomène assez courant sur le marché. Oui, la réévaluation des risques, la mise à jour des primes. Voilà. Ce qui m'a vraiment frappé dans cette partie du budget, c'est qu'il ne parle pas que des hausses. Le rapport insiste aussi beaucoup sur les efforts de maîtrise des coûts. C'est assez rare pour être souligné. Oui, et c'est la marque d'une gestion mature. Le document mentionne explicitement 2 postes de dépenses très importants, les ascenseurs et la surveillance nocturne, où les coûts sont restés stables. Ce qui suggère des contrats bien négociés. Probablement. Et encore mieux, ils ont réussi à obtenir une réduction des coûts d'électricité pour les parties communes. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça montre une gestion active qui va chercher des gisements d'économie, qui renégocie, qui optimise, plutôt qu'une administration passive qui se contente de signer les chèques en acceptant les hausses des fournisseurs. C'est précisément ça. Cette proposition de budget pour 2026, avec sa faible augmentation globale, mais ses choix d'investissement ciblés et sa maîtrise des autres coûts, c'est le reflet parfait de cette nouvelle phase de maturité. On a l'impression d'arriver au bout d'un long chemin. La bonne santé de 2025, la prudence du budget 2026, tout ça ne sort pas de nulle part. Le rapport le montre bien, non? Cette histoire ne commence pas en 2025. C'est une excellente approche, parce que c'est en regardant la trajectoire complète qu'on donne du sens aux chiffres d'aujourd'hui. Le rapport lui-même propose cette analyse rétrospective, et ça dessine un véritable Arc narratif. en 3 actes. En 3 actes, exactement. Le premier acte, c'est la période 2021-2022, qualifiée d'augmentation structurelle.
La phase « on branche tout et on croise les doigts ». On pourrait dire ça, oui. C'est la mise en service complète du complexe. Il faut tout lancer en même temps, renforcer massivement les équipes de maintenance, mettre en place la sécurité 24/7, signer tous les contrats, OK. Le budget passe d'environ 128 000 € en 2021 à un niveau bien supérieur dès l'année suivante. C'est l'investissement initial, les coûts de démarrage pour que la machine puisse fonctionner à plein régime. C'est la phase la plus coûteuse et la plus chaotique, j'imagine. Et après ? Après, on entre dans le deuxième acte, 2023-2024. Le rapport parle de croissance stabilisée, le calme après la tempête. En quelque sorte. Les grands investissements sont faits, les contrats majeurs sont en place, on n'est plus dans la création, mais dans l'ajustement. La croissance des dépenses se calme, on trouve le rythme de croisière. Et on arrive enfin au troisième acte, qui commence donc avec 2025 et qui se confirme avec le budget 2026. C'est le début de l'ère de maturité et de prévisibilité financière. Le budget devient un outil de pilotage stable. Et ceci soulève une question importante sur la manière dont n'importe quelle organisation, même une copropriété, atteint cette fameuse maturité. En fait, ce qu'on apprend ici, ce n'est pas juste l'histoire de Tagus Bay, c'est le playbook de n'importe quelle organisation qui gère un bien commun, que ce soit une association, un club de sport ou même une petite entreprise. C'est une très bonne analogie. Il y a une phase de chaos et de dépenses initiales, une phase de stabilisation où l'on trouve son équilibre, et, si on a de la chance et une bonne gestion, cette phase de maturité où l'on peut enfin optimiser. C'est une lecture très juste. La trajectoire 2021-2026 montre que le condominium a non seulement réussi sa transition entre ces phases, mais qu'il l'a fait de manière contrôlée et transparente. Bon, si on devait résumer notre analyse, on pourrait donc dire que ce rapport du Tagus Bay, c'est l'histoire d'une transition réussie. On part d'une phase de lancement un peu turbulente et coûteuse pour arriver à une gestion de croisière financièrement saine, stable et optimisée pour l'avenir. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a un dernier détail dans le rapport qui, à mon sens, est un peu la cerise sur une gâteau. Ah, C'est un petit point, mais il est incroyablement révélateur de cet état d'esprit de gestion mature. dites-nous tout, on adore les détails révélateurs. À la toute fin du document, il y a une proposition d'investissement de 3 353 111 € pour de nouveaux équipements. Ok. Qui est remarquable, ce n'est pas le montant, c'est la manière dont cet investissement est financé. Laissez-moi deviner, ils ne demandent pas un centime de plus aux résidents. Précisément. L'investissement est entièrement couvert par l'excédent budgétaire qui a été réalisé en 2025. Ah, ça c'est malin. On utilise les fruits de la bonne gestion de l'année précédente pour améliorer directement le patrimoine et la qualité de vie sans imposer de charges supplémentaires. Voilà. On valorise l'existant en réinvestissant intelligemment les bénéfices. C'est la définition même d'un cercle vertueux. C'est l'exemple parfait d'une gestion proactive qui pense à la fois au portefeuille des résidents et à la valorisation du bien commun. C'est une excellente conclusion. Mais ça me fait penser, on a passé près de 20 minutes à décortiquer des chiffres, des pourcentages, des bilans, qui sont, on l'a vu, excellents. La gestion financière semble irréprochable. En tout cas, très solide. Mais la vie en communauté, ce n'est pas qu'un tableau Excel. Elle repose sur des aspects beaucoup plus immatériels. Le lien social, le sentiment d'appartenance, le bien-être au quotidien. Exactement. Alors, la question que je laisse en suspens, c'est celle-ci. Au-delà des bilans comptables et de la rigueur budgétaire, comment une communauté mesure-t-elle sa vraie réussite ? Sa réussite en termes de qualité de vie, de satisfaction des gens qui y habitent, ou simplement de ce sentiment intangible et précieux d'être chez soi. Ça, c'est une dimension que les chiffres, aussi bien présentés soient-ils, ne pourront jamais totalement capturer.